Merci de votre présence et bienvenue donc à cette soirée où Lorraine Berthier va donc nous présenter son travail sur les restaurations de Patane après le tremblement de terre il y a quelques années. Voilà, je lui laisse la parole. Alors, merci à tous d'être là ce soir et j'espère que je vais vous intéresser et peut-être vous apprendre ou au moins vous faire vous interroger sur quelques sujets au sujet de la reconstruction. Donc, les séismes qui frappèrent le Népal le 25 avril et le 12 mai 2015, d'une intensité de 7,8 et 7,3 sur l'échelle de Richter, ont affecté tous les aspects de la société népalaise et restent encore aujourd'hui pour elle un challenge. Sans vous donner trop de chiffres, c'est à peu près 1,5 million de personnes qui se retrouvent sans logement. Et en effet, la première cause de danger pendant de telles catastrophes naturelles, c'est l'effondrement des constructions, particulièrement dans un lieu comme la vallée de Katmandou, où le tissu urbain est aussi dense que chaotique. Le séisme, c'est la cause de disparition de monuments essentiels à la vie de la communauté et à l'expression de sa culture. Bien que la destruction porte à l'extérieur de la vallée, par exemple jusqu'au Mustang, ou alors plus proche dans le district de Kavre, où des villages comme Banepa et Dulikel ont été entièrement rasés, celle la plus frappante, c'est celle des trois villes de la vallée de Katmandou, et particulièrement celle de leur Durbar, sans doute parce que la plus médiatisée. Alors qu'est-ce qu'un Durbar? Un Durbar, c'est la place qui fait face au palais royal. Ils datent pour la plupart de leur construction de l'ère Malla, où une dynastie du même nom régnait sur le Népal, entre 1200 et 1769. C'est considéré aujourd'hui comme un âge d'or de l'histoire népalaise. Or, en 1482, le royaume Malla se divise en trois pour des raisons d'héritage. On a Katmandou, Patane et Bhaktapur. Qui dit trois royaumes dit trois sièges de pouvoir, donc trois palais et trois Durbars. Le Durbar, alors tous ces Durbars répondent à des codes communs. Le Durbar, c'est un centre aux fonctions multiples. On y voit encore aujourd'hui des festivals, des discours d'hommes politiques et des événements de la vie quotidienne. Ici, vous voyez par exemple le Durbar de Patane. Donc, ce sont des centres historiques, artistiques, religieux, sociaux et politiques. Ce qu'on y trouve comme monuments, ce sont des palais, des temples évidemment. On a des pâtis, des lieux de repos, des boutiques, des salles de stockage et, pas des moindres, une infrastructure d'eau qui rendait à l'époque l'eau accessible à tous. Composé majoritairement de temples encore en fonction de nos jours, le Durbar peut être considéré comme un patrimoine sacré. Mais cette notion de sacré dépasse en fait le contexte religieux. En effet, ils sont entrés sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO en 1979 et dès lors ont pris une nouvelle dimension sacrée, celle que leur transmet l'histoire. Bien que précieux évidemment avant d'accéder à cette liste, ils rentrent tout à coup dans le grand idéal occidental de la préservation à tout prix du patrimoine historique, sacré pour l'enseignement et la fierté qu'ils transmettent. Alors ici, vous voyez le genre d'événement qu'on peut trouver sur un Durbar. Une manifestation contre le cancer, un festival de poésie ou alors un concert de Deepak Bajracharya qui est un musicien célèbre au Népal. Si vous y étiez en juillet, par exemple, sur le Durbar de Patane, vous auriez pu voir des grandes toiles dressées où la foule se précipitait pour regarder les matchs de la Coupe du Monde de football. La catastrophe laissa les habitants hébétés, transformant soudainement le paysage qui faisait partie de leur vie quotidienne, de leur tradition et de leur conscience collective. Leur espoir est donc dans la reconstruction. Ici, nous pouvons nous interroger. Dans ce contexte soudain de disparition soudaine du patrimoine vivant, pris dans le développement indiscipliné du paysage urbain et de l'évolution des modes de vie, le Durbar peut-il être reconstruit de façon durable pour inclure la population et ses évolutions, tout en protégeant ses traditions? Et de façon plus générale, l'évolution d'une société est-elle en fait prétexte à la modernisation de son patrimoine vivant? En prenant comme référence le cas du Durbar de Patane, nous allons étudier les différentes politiques de reconstruction choisies. Et nous verrons quelles sont les différentes lignes directrices et les différentes problématiques soulevées. Alors nous allons commencer avec une brève présentation du Durbar de Patane, dont vous voyez une vue aérienne ici. Sans vous lister tous les monuments, par manque d'intérêt et de temps, ce que vous pouvez avoir en tête, c'est qu'il est composé d'un palais avec 3 cours, de plus de 10 temples, de boutiques, de lieux de repos, de salles de stockage. On y trouve un nombre presque incalculable de statues, et il y a également 3 bassins et une fontaine. Les témoignages les plus anciens, en tout cas en surface, remontent à la dynastie Lichavi, puisqu'on a une inscription qui date de 570 dans un des bassins. Mais en fait, pour ce qui est des superstructures, pour ce qui est des temples, le plus ancien remonte à la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est le Charnarayan Temple, qui a été construit pendant une brève période d'indépendance où des nobles, appelés les Mahapatra, régnaient sur la vallée.
On a donc plus de 5 siècles d'histoire, de la deuxième partie du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on y trouve des constructions du XXe siècle de la dynastie Rana, qui a succédé aux Malins. Donc plus de 5 siècles d'histoire. On pourrait également penser que tous les monuments sont dus à des patronats, à des mécénats royaux. Ce n'est pas forcément nécessairement le cas, puisque beaucoup de temples ont été commandités par des sœurs ou des filles de rois, et d'autres encore par des ministres. Pour comprendre l'impact d'un séisme, on peut remonter en 1934, quand un séisme de magnitude 8.3 détruit encore une fois la vallée. En fait, le Népal est rythmé de mouvements sismiques plus ou moins tous les 100 ans. Et donc c'est un point essentiel sur son histoire, elle est rythmée de destruction et de reconstruction. Donc l'architecture, évidemment, a dû s'y adapter. En fait, la structure d'un temple néwar, qu'on appelle Dega, ressemble assez à un puzzle. C'est-à-dire que les pièces ne sont pas soudées, ni maçonnées, mais c'est en fait une structure de bois sculptée et agencée de façon extrêmement perfectionnée, sans fixation à clous, mais avec des tenons et mortaises en bois. Tout cela forme un espèce de squelette qui permet une liberté de mouvement que ne permettraient pas des fixations métalliques, semble-t-il. On a certes une maçonnerie de briques, mais elle n'est pas là pour soutenir les superstructures, elle est juste là avec un rôle de remplissage. Pour ce qui est des destructions de 1934, là vous voyez un plan du Durbar de Patan, on a plusieurs temples qui s'effondrent. Le Baidega, qui est ici, le Chiasindeval et le Degutale Temple. Ensuite on a l'Eles de Sundari Chowk, toutes les toitures de la Mul Chowk et l'Eles de Mani Keshar Chowk. Après le tremblement de terre, les personnes en charge de la reconstruction se sont retrouvées avec un Durbar en ruine et un sévère manque d'informations et de ressources pour la reconstruction. Devant la pression imposée par le besoin rapide de reconstruire les lieux de culte, réclamé par la population, la reconstruction fut rapide, incertaine et très souvent incomplète. Certains monuments sont reconstruits de façon similaire. C'est le cas du Chiasindeval, donc que vous voyez ici après le tremblement de terre de 1934. Il s'est effondré au niveau de sa cellule inférieure. Mais si vous allez aujourd'hui sur le Durbar de Patan, vous le verrez dans son état pré-1934. C'est le cas également de Mulchok. Mais pour Mulchok, Degutale Temple est aussi entièrement reconstruit. Mulchok, c'est une situation un petit peu particulière. En fait, elle était dans un tel état que pour beaucoup de parties, on a décidé de démanteler et de reconstruire. Mais si on regarde de près, les jointures du bâtiment sont extrêmement épaisses, assez grossières en fait, ce qui la rend extrêmement fragile. Et pour ce qui est des toitures, ils ont décidé d'utiliser ce qu'on appelle des tuiles mécaniques au lieu de tuiles traditionnelles, donc produites à la chaîne. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'elles ont énormément abîmé les structures, la charpente. Pour ce qui est du Baidega, que vous voyez ici, alors le Baidega c'est encore un cas particulier. C'était un temple typique de style néwar, avec une toiture à 3 étages, donc en briques et en bois. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il s'est complètement effondré au niveau de sa cellule inférieure. Or, il était essentiel à la vie religieuse de la communauté et devait être reconstruit extrêmement rapidement. Donc au lieu de le reconstruire de façon identique, le parti pris, ça a été de conserver uniquement la cella qui avait résisté, la recouvrir d'un revêtement blanc et la couvrir d'un dôme de style moghol, ce que vous voyez ici. C'est le Baidega dans son état du XXe. Le Mangaiti est seulement rénové, donc le bassin est seulement rénové en 58 et le Char Narayan seulement en 1968. À cette époque, on est 34 ans après le tremblement de terre, vous vous doutez que les structures qui n'ont pas été reconstruites sont définitivement perdues. Et c'est le cas par exemple d'un temple qui s'appelait l'Adi Narayana, dont on n'a aucune trace, ni photographie, ni dessin, et la statue aujourd'hui est pareil, protégée par un tout petit dôme cubique. Dans les années 50, le Népal s'ouvre au monde, révélant son patrimoine exceptionnel. Alors en 1978, le Népal signe la Convention du patrimoine mondial sous l'impulsion de l'UNESCO. L'année suivante, 7 sites sont classés au patrimoine mondial de l'humanité, et l'un d'eux est le Durbar de Patan. Donc là, vous voyez les 7 sites de la vallée. Donc ça implique dès lors des intervenants internationaux dans la préservation du patrimoine népalais. En 1982 commence un projet pour la préservation du Patan Durbar Square. Donc c'est une entreprise menée grâce aux efforts conjoints du gouvernement du Népal et de l'Autriche, qui est très impliquée dans la préservation du patrimoine népalais. Et il est décidé que Keshav Narayan Chowk, donc la cour nord du palais, accueillerait le musée de la ville. Malgré cette rénovation, le monde regarde le patrimoine népalais d'un œil inquiet. En effet, il est placé sur la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO en 2003, pour ce qui est du Durbar de Patan, et en 2006, le palais est inclus sur la World Monument Watch List, la liste des 100 monuments les plus menacés au monde, faite par la World Heritage Funds. Donc ça prouve que le Durbar est en fait négligé et menacé par le développement urbain.
Avant d'arriver en 2015, une dernière étape est importante pour comprendre la situation de Patane lors du séisme. En fait, de nombreux travaux ont été menés avant 2015 pour renforcer et préserver le patrimoine. Par exemple, on a ôté des tentatives de restauration hâtées et inexactes, on a nettoyé des éléments structuraux qui étaient envahis par des proliférations biologiques, donc de la mousse ou des herbes qui poussaient sous les tuiles et entre les briques. On a renforcé le Taleju ou le Bhimsen Temple, ou encore on a nettoyé le Narasimha Temple. Bizarrement, les 3 derniers temples que je viens de vous citer ont résisté au tremblement de terre. Malgré tout ça, alors l'aile est de Sundarishok était en restauration quand le tremblement de terre de 2015 frappa. Malgré tout ça, en avril 2015, on se retrouve avec un patrimoine affaibli, inapte à résister au prochain tremblement de terre. Alors je vais vous montrer un petit peu la situation de 2015. Là vous voyez le Durbar de Patane, 2 jours après le tremblement de terre, une vue aérienne. Et sans trop faire du misérabilisme, je vais quand même vous montrer ce qui est arrivé au temple. Donc là, vous avez le Charnarayan Mandir, le temple le plus ancien de la vallée, qui s'est entièrement effondré au niveau de la plante. Mais les fondations ont été révélées intactes. C'est la même chose pour le Harishankar, qui s'est également effondré, et pour le Manimandap et sa paire, qui ont déversé leurs débris dans le bassin. Ensuite, on a d'autres temples qui ont été touchés. La statue de Yoga Narendra Malla, donc un des grands rois Malla, a été projeté au bas de son socle, sa colonne s'est brisée en 3 et le cuivre, sous l'effet du choc, s'est plié ou fissuré. Pour ce qui est des temples qui ont résisté, ici par exemple vous voyez le Vishveshvara Mandir, Mandir c'est temple en népalais. Le Vishveshvara ne s'est pas effondré mais il a été grandement fragilisé. Ça se voit très facilement dans sa maçonnerie, par des fissures ou alors des effondrements, mais encore une fois la maçonnerie n'est pas porteuse. La structure elle-même a été impactée et ça c'est bien plus grave. Pour le Krishna Mandir, il a été très touché au niveau du premier étage. On a vu notamment des blocs de pierre se détacher de sa structure. La toiture du Taleju s'effondre, mais le temple reste intact. Et l'aile est de Sundarishok, qui était en restauration, s'est effondrée. Voilà l'état du Durbar après le séisme de 2015. Après le tremblement de terre, le Durbar est resté en ruine, dans un désordre indescriptible, emprisonnant les personnes qui étaient dans les temples sous leurs débris. Donc il faut mener une mission de sauvetage d'urgence. Et en effet, l'urgence absolue, c'est le secours aux victimes. Cette action a été menée par des volontaires et des forces spéciales. Le gros de la mobilisation, c'est une organisation spontanée qui a été énormément facilitée par les réseaux sociaux. Le désastre a en effet lancé une mobilisation générale de la population locale, particulièrement la jeunesse, qui a assisté la police et l'armée du Népal, qui furent d'une efficacité modèle dans cette situation critique. Il faut savoir que le sauvetage des victimes est beaucoup plus facile sous des débris d'architecture traditionnelle. On parle de briques et de bois. Tandis que sous des constructions en béton ou en acier, c'est évidemment bien plus difficile. Très vite ensuite, une fois que les victimes étaient secourues, il a fallu établir une procédure. Du coup, une réunion d'urgence a été organisée par UNESCO Katmandou pour discuter d'un plan de sécurisation des monuments endommagés. Il fallait sécuriser les sites en urgence pour éviter les incidents qui augmenteraient le nombre de victimes. En effet, même si de nombreux monuments ont résisté au tremblement de terre et ne se sont pas effondrés, ils sont dans des conditions très incertaines et menacent de s'effondrer avec la première vibration inhabituelle ou la première réplique. Et par vibration inhabituelle, on peut parler d'un camion un peu trop chargé qui passe à côté d'un temple. Donc pour renforcer dans l'urgence, la première chose qu'on peut faire, c'est étayer les temples. Ce que vous voyez ici au Vishveshvara. Ou par exemple, pour le Chiasim de Val, ce monument rond qu'on a vu plus tôt, on l'a cerclé de cerces de métal pour tenir la structure ensemble et pour que les fissures ne s'étendent pas. Pour ces mesures, le Durbar dut être fermé aux populations. Après qu'une stabilité minimum soit établie, on l'a réouvert aux personnes pour qu'ils puissent procéder au culte après 5 heures de l'après-midi. Le problème, c'est que la population a bien trop vite réinvesti les lieux. Que ce soit des locaux ou des touristes, ils escaladaient les plinthes ou ils rentraient dans les temples sans surveillance, ce qui était extrêmement dangereux. Du coup, ces libertés prises menèrent au cloisonnement des temples pour protéger les visiteurs. Et encore aujourd'hui, si vous allez sur le Durbar, vous verrez que tous les chantiers sont derrière des cloisonnements et qu'en fait c'est assez difficile d'accès. À la différence d'autres sites, il n'y a pas de sauvetage ou de sécurisation par machinerie lourde sur le Durbar de Patane. Alors là, je vais vous montrer un article du Kathmandu Post qui s'appelle Jesse Dega Rekindles Debate over Heritage Reconstruction. Ce qui s'est passé ici au Jesse Dega, c'est qu'on a voulu créer un périmètre de sécurité autour du temple et pour cela, on a utilisé en fait des marteaux-piqueurs. Or, la machinerie lourde, ça cause des dommages irréversibles et qui plus est, c'est extrêmement dangereux pour les victimes qui sont bloquées sous les débris. À Patane, la plupart des barrières ont été montées à la main avec des pinces, en fait. Il faut ensuite limiter les dégâts et se préparer à la reconstruction. Donc les monuments de Patane furent classifiés sur une échelle de sécurisé à dangereux, permettant la création d'une évaluation post-sismique des monuments. Pour identifier les dégâts, il faut mener une inspection détaillée des structures.
Le moyen le plus évident, c'est en fait l'observation à l'œil nu. Même si ça paraît bête, les dommages sont souvent visibles en surface. Bien qu'insuffisants, ces inspections constituent la façon la plus rapide d'élaborer une opinion préliminaire sur les dommages infligés aux structures. Et ce sont les bases de prochaines analyses. Donc les dommages détectés vont être inventoriés avec les indications de leur emplacement, leurs mesures et leurs propriétés signifiantes. Puis ensuite, on va les documenter de dessins ou, si possible, de photos. Ces inspections demandent des outils très simples et faciles à obtenir. On parle ici de mètres ou de lampes torches ou de comparateurs de fissures, qui sont des outils non seulement très simples d'utilisation, mais surtout ils sont utilisables en cas de coupure de courant, extrêmement fréquente après une catastrophe naturelle. Enfin, l'utilisation d'une sonde à fibre optique permet de déterminer si c'est seulement le revêtement ou alors la structure qui a été touchée. Une fois la sécurisation établie, commence la sauvegarde des pièces d'architecture effondrées. Une fois de plus, on a une impressionnante mobilisation spontanée qui s'élève à Pattane. Et la jeunesse, dans un effort joint avec la police et l'armée, fut la première à se porter volontaire pour sauvegarder les pièces dans les règles de l'art. Alors là, je vais vous mettre deux photos en comparaison. Soyez pas trop choqués parce que j'ai évidemment choisi d'exagérer les choses, mais là, c'est le travail qui a été fait à Pattane. Donc l'armée népalaise qui stocke les pièces dans le musée de Pattane. Et là, vous avez le travail fait au Kashta Mandap à Katmandou. Donc on est quand même sur du bulldozer qui est un peu plus dommageable pour les pièces. Le site sécurisé de Pattane réouvre le 15 juin 2015, 2 mois après le tremblement de terre, dans l'espoir d'attirer à nouveau les touristes. Ensuite, on peut se lancer... Ah voilà, ici vous voyez les pièces qui ont été stockées. Oui voilà, parce qu'une pièce d'architecture isolée de sa structure est exposée à de nombreuses menaces. En fait, on peut oublier son emplacement. Comme je vous l'ai dit, les temples de Ga, c'est assez similaire à des puzzles. Si vous prenez 3 puzzles, que vous secouez toutes les pièces ensemble, ça va être extrêmement compliqué de recréer chaque puzzle, surtout s'ils se ressemblent beaucoup. Du coup, un procédé a été expérimenté à Pashupatinath, c'est en fait une grille d'emplacement. Donc sur les débris tels qu'ils sont, on va dessiner une grille que l'on va reporter à un autre endroit où les pièces seront sauves, et ça permet de garder l'emplacement exactement comme il était, et donc de pouvoir réassembler les pièces bien plus facilement. Quand la disposition a été étudiée, les pièces doivent être abritées. Pourquoi? Elles sont menacées par 3 choses. D'abord, les tremblements de terre ont eu lieu fin avril et début mai. Qu'est-ce qui arrive en juin au Népal? La mousson. Une pièce en bois qui gît sur le sol, sous la pluie, c'est mauvais. Ensuite, il faut les protéger des insectes xylophages et des animaux. Et enfin, malheureusement, du pillage, qui est très difficile à éviter. Donc on collecte les pièces, et à Pattane, on les a entreposées dans les cours du palais, dont les arcades, qu'on appelle dalan, étaient parfaitement adaptées à ce rôle. Malheureusement, alors, à Pattane, ce travail a été fait en 1 semaine, donc c'est absolument exemplaire, et la transparence du procédé fut permise grâce aux réseaux sociaux qui diffusaient sans cesse des informations. Malheureusement, trouver un espace d'entrepôt n'est pas si facile. Par exemple, à Svayambhu, le musée ne pouvait pas accueillir toutes les pièces qui s'étaient effondrées. Du coup, le choix qui a été fait, et qui était la seule solution possible, c'était de tendre des toiles de tarpaulin, donc des toiles pour les protéger de la pluie, et de détacher des corps de l'armée ou de la police pour protéger les pièces. Et par exemple, à Hanumandoka, donc le Durbar de Katmandou, les pièces ont été entreposées dans une des cours du palais, mais à cause d'événements publics ou privés, les pièces étaient déplacées d'un mois à l'autre, d'une cour à l'autre. Donc ce qui a dû mélanger pas mal de choses. Le site peut donc réouvrir le 15 juin 2015 et il s'agit de se préparer à la reconstruction, organiser et coordonner une réponse au désastre. La reconstruction commença non longtemps après le tremblement de terre. D'abord parce qu'on avait besoin de temps pour élaborer un plan, mais surtout en fait à cause des événements dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. D'abord la mousson, qui a duré jusqu'en septembre, puis en septembre, le Népal a signé sa nouvelle constitution. Cela a mené à un blocus de 4 mois de l'Inde, je ne parlerai pas de politique, mais on a eu une pénurie de pétrole au Népal qui a énormément ralenti les travaux. Mais ce délai forcé est peut-être finalement une bonne chose pour la reconstruction qui aurait pu être hâtée. Le gouvernement crée en effet la National Reconstruction Authority, censée coordonner les travaux, mais le premier code de cette autorité ne fut pas décidé avant mars 2016. L'obtention des chantiers est un combat, mais à Pattane, une organisation était statutaire pour prendre la tête des reconstructions. Et je vais donc vous parler de KVPT, Kathmandu Valley Preservation Trust, qui fut fondé en 1991 pour secourir le patrimoine architectural en danger de la vallée. Le siège est dirigé par Eric G. Théophile depuis New York et le senior advisor en est Niels Gutschau, un architecte émérite et spécialisé dans l'art du Népal. Le bureau du Népal est dirigé par Rohit Ranjikar, que vous voyez ici, et il travaille en étroite collaboration avec l'UNESCO et le département d'archéologie. Son emplacement sur le Durbar et ses 25 ans d'engagement dans la conservation l'a désigné comme meneuse légitime de la reconstruction. Dès les semaines qui suivirent le tremblement de terre, ils promettèrent un délai de 5 ans pour la reconstruction. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'Institut d'Asie du Sud d'Heidelberg University et l'Austria University of Applied Art leur envoie souvent des volontaires pour les restaurations techniques.
Le gouvernement prend part aussi sur des projets plus petits et moins nombreux, avec KVPT un rôle de conseil, par exemple pour la plainte de la Talé Joubel, pour Nasal Chowk, qui est une cour mineure du palais, pour la statue de Yoga Narendra Malla ou encore pour le bail de gars, dont on parlera plus tard. Donc nous avons des acteurs, maintenant il nous faut sécuriser un budget. Selon KVPT, reconstruire entièrement un temple détruit coûte aux alentours de 240 000 €, tandis que restaurer un temple endommagé coûte aux alentours de 150 000 €. Les donations étrangères ont inondé le pays, beaucoup visant à la reconstruction. Évidemment, on a eu des donations énormes de la Chine et de l'Inde, qui cherchent toujours à mettre une main sur le Népal. On a eu des grosses donations également du Japon, qui est un pays à forte fréquence sismique, et donc ils sont très bien placés pour comprendre ce que ça peut être, mais aussi des donations venant d'Europe, évidemment. KVPT a de nombreuses connexions avec des experts internationaux et reçoit des donations et donc ne subit pas la même pression que le département d'archéologie qui doit dépenser dans l'année fiscale les allocations qu'on lui propose. Par exemple, avec KVPT, l'Institut d'Asie du Sud d'Heidelberg University a financé la reconstruction du Char Narayan et défini un budget de 30 000 € pour la phase initiale. C'est-à-dire qu'en 2 mois, on avait 10 charpentiers et sculpteurs, 15 travailleurs et un architecte superviseur, plus les ressources en bois. Le 25 mai, la première somme était déjà transférée chez KVPT. Pour ce qui est du bail de gars, on ne voit pas encore ici, c'est un des seuls projets entièrement financés. C'est-à-dire que c'est la NIBL Bank, une banque népalaise, qui finance le projet à une hauteur de 25 lakhs roupies. Ce panneau que vous voyez là, c'est assez intéressant. Il est en fait sur les palissades fermant le chantier de reconstruction du Mani Mandapa et de sa paire. Qu'est-ce qu'on voit sur ce panneau? On voit l'état du temple, enfin l'état des constructions avant le tremblement de terre, leur état après tremblement de terre, le projet, les acteurs qui mènent le chantier et les donateurs. Donc tout est extrêmement limpide, tout est extrêmement clair, ce qui n'est pas forcément le cas à Katmandou, où c'est très difficile de savoir qui, quand, comment, quel projet, de quelle façon. Il faut savoir que toute donation a servi dans un sens ses bénéficiaires, ainsi qu'AVPT va refuser des dons du gouvernement. On a un exemple, par exemple, à Bhaktapur, qui est connu pour sa population néwar farouchement conservatrice. Ils ont refusé de se soumettre aux donations, aux directions de leur donateur allemand, la banque de développement allemande KfW, qui a du coup retiré son offre de 10 millions € pour la restauration de Bhaktapur. Et le maire de Bhaktapur de clamer « We will not tolerate foreign interference in the name of aid. We will not let our sovereignty be compromised. » Donc nous ne laisserons pas notre souveraineté être compromise, ce qui est assez clair comme message. On voit donc que la reconstruction, dans le fond, c'est pas vraiment un problème financier. Une fois qu'on a nos acteurs, une fois qu'on a notre budget, il nous faut des matériaux. Alors, en comparaison avec les constructions en béton ou en acier, les matériaux utilisés par l'architecture néwar sont majoritairement réutilisables. En effet, la technique de construction, semblable à un puzzle, implique que les réassemblages futurs seront très souvent possibles, même s'il faut remplacer certaines pièces détériorées. Et donc, pour remplacer ces pièces, on va avoir besoin d'approvisionnement en bois de sal. Et le sal, le terrail au sud du pays en est très riche. Mais pour ce qui est des collines autour de Katmandou, elles sont victimes d'une déforestation massive. Le département des forêts a en effet prédit un besoin de 1 500 000 m3 de bois pour la reconstruction, dont 5 500 m3 pour le patrimoine, alors que le pays produit environ 8 500 m3 par an. Le département d'archéologie est fourni en bois par la Timber Corporation of Nepal, mais aujourd'hui, évidemment, à cause de la déforestation, on a besoin d'un approvisionnement étranger. Ça peut être justifiable, mais alors ils doivent être fournis à un contrôle de qualité. Car en effet, le chef artisan de Patan vous expliquera, si vous lui demandez, que la qualité du sal indien ou malaisien est bien inférieure à celle du Népal et beaucoup plus dure à sculpter. Donc évidemment, ce manque de matériaux entraîne une hausse des prix. Pour les briques, elles sont facilement réutilisables en fait. Pourquoi? Parce que le mortier qu'on utilise est extrêmement friable, ce qui en fait un matériau sacrificiel. Donc elles peuvent facilement se détacher de la structure en cas de secousse, et après on peut gratter le mortier qui lui-même est réutilisable si vous le mélangez à l'eau, et les réutiliser. Quand on manque de briques, on peut en faire produire par les briqueteries du Népal, qui se sont largement activées après le tremblement de terre, ou en apporter d'Inde, mais on va avoir un problème en fait, c'est que l'argile des sols a été soumis à des grosses modifications chimiques. Par exemple, ils sont pleins de fertilisateurs. Et du coup, si on utilise un argile qui est plein de fertilisateurs, les croissances biologiques vont pousser très très rapidement sur les temples. Donc AVPT a trouvé 2 solutions, soit creuser plus profond pour avoir un sol plus pur, soit racheter des briques à des immeubles qui s'étaient effondrés et qu'on ne reconstruira pas. On a donc nos acteurs, on a notre budget, on a nos matériaux, et maintenant il nous faut une main d'œuvre. Ah, ici vous voyez voilà, les briques utilisées par KVPT pour la reconstruction du Mani Mandapa.
Une fois les pièces inventoriées et réappropriées, il va falloir les réassembler, les resculpter et recréer les parties manquantes. Alors, des ateliers temporaires ont été dressés dans les jardins de Bandar-Khan, derrière le palais de Patan, et ce sont les Shilpakars qui y travaillent. Shilpakar, ça veut dire travailleurs qualifiés, ce sont en fait les sculpteurs sur bois et les charpentiers. Leur talent étant de moins en moins réclamé à notre époque, et le développement de l'industrie du tourisme encourageant la production et la demande de souvenirs bon marché, leur savoir-faire en fait s'évanouit peu à peu. Mais chez KVPT, des artisans travaillent à la restauration depuis 20 ans et forment de nouveaux élèves. Tirtharam Shilpakar, qui est le Neke, le maître de l'atelier établi dans les jardins du musée, explique que la tâche est triple. Il faut restaurer, resculpter les parties brisées et remonter les pièces pour pouvoir les remettre sur le temple. Donc là, vous voyez qu'on resculpte des parties qui ont disparu et qu'on les réassemble pour reformer les portails. Ce travail de restauration chez KVPT est bien mieux payé que tout travail de sculpteur dans un atelier privé. On est à 12 à 15 $ pour une journée de 6 heures. Mais à mon humble avis, autant que les finances, c'est la fierté qu'apporte ce genre de travail qui est extrêmement enrichissante. Toute cette phase préparatoire allait en fait de pair avec l'attente de permis et des autorisations du département d'archéologie et des autorités locales et la proposition d'un plan qui satisfasse les standards de sécurité. Pour cela, il faut regarder non seulement l'élévation des temples, mais aussi leur structure souterraine et celle de leur terrain. C'est ainsi que le tremblement de terre a ouvert des portes à de nouvelles interrogations et investigations, l'étude des niveaux inférieurs. Étude jusqu'ici peu menée et pourtant essentielle. Ces études ont été menées sur les 3 Durbars par le département d'archéologie, Durham University et l'UNESCO. Des experts du département d'archéologie, en collaboration avec des archéologues de Durham University, ont entrepris une série d'investigations archéologiques au GPR, Ground Penetrating Radar, pour localiser des zones archéologiques souterraines. En fait, l'étude géophysique au GPR consiste à scanner la subsurface. Elle n'est pas tout le temps juste, elle ne remarque pas tout le temps les irrégularités souterraines, mais elle a la qualité de ne pas être une technique destructrice. Et elle a révélé que de nombreuses constructions modernes avaient déjà coupé à travers des structures plus anciennes. Donc là, vous voyez le GPR qui est passé sur l'axe principal du Durbar de Patan. Par cette même équipe, la décision a été prise de mener des excavations sur les 3 Durbars. À Patan, elle se concentre autour de la plinthe de Charnarayan, considérée comme le temple le plus ancien du Durbar. 3 tranchées sont ouvertes, formant une fente interrompue d'est en ouest. La tranchée 1A, que vous voyez ici au milieu, sur la plateforme large. Dedans, on a trouvé un trou de poteau moderne qui coupe à travers une maçonnerie de briques. Ça montre qu'il y a des structures temporaires qui ont été élevées pour des événements célébrés sur le Durbar. En dessous, on a une surface plus ancienne de pavements carrés, qui ont une forme légèrement différente des pavements que vous voyez ici, et qui sont en fait, qu'on voit en fait sur cette aquarelle d'Henry Ambrose Oldfield qui date de 1855. Et ces pavés ont une inclinaison, une orientation légèrement différente de celle du pavement actuel du Durbar. Donc ça montre que le Durbar était peut-être orienté de façon différente. La tranchée 1B sur l'artère principale, je vais vous le mettre ici, tout au bout, révèle une surface de pavé en pierre coupée par des gazoducs modernes. Et la tranchée 1C, la plus proche de nous, a été ouverte pour examiner les fondations de Charnarayan. Donc la plateforme est élevée sur une épaisseur de briques réutilisées et en dessous on a peut-être retrouvé les restes d'une structure temporaire précédant le temple de Changu Narayan. Cette étude, alors il faut savoir que l'UNESCO en plus a fouillé la plante même de Charnarayan, donc son soubassement, et cette étude a révélé que la maçonnerie des murs intérieurs des fondations supportant les murs de la superstructure et des murs extérieurs n'étaient pas connectés. Alors je vais vous montrer, on s'expliquera beaucoup mieux avec un schéma. Voilà, donc ces murs-ci et ces murs-là n'étaient pas connectés. Ce qui résulte en fait d'un manque d'unité pendant les mouvements sismiques. Les charges variées qu'ils portent signifient qu'ils bougeront à des fréquences différentes. Cette faiblesse est peut-être le résultat de réparations des structures profondes qui ne furent pas faites dans le respect de la flexibilité du monument. Du coup, le projet de KVPT, c'était d'insérer ce cadre de métal dissimulé qui lierait les murs de fondation intérieurs et extérieurs pour renforcer la structure. Le projet n'a pas été reçu. Ce qui a été fait, en fait, c'est qu'on a inséré une maçonnerie non porteuse entre les 2 murs porteurs, avec un mortier debout, pour créer un mur boutoir qui liera les 2 mouvements, ce que vous voyez ici. Ces recherches permettent la création d'une carte archéologique pour illustrer la disposition des traces archéologiques sous le niveau du sol. C'est essentiel pour mener le placement de toute structure souterraine moderne. On parle d'électricité, d'eau ou encore des égouts. Malheureusement, la cartographie est encore partielle et de nombreuses structures modernes entaillent déjà ces dispositifs archéologiques. Il est urgent, dans un contexte de développement incontrôlé de l'urbanisation,
de développer une protection long terme de sites basée sur une compréhension des différentes couches de développement du Durbar. Ce que prouvent ces investigations, comme le souligne le professeur Cunningham, c'est d'abord une résilience des techniques de construction traditionnelles à travers les siècles au cœur d'une région sismique, puisque les fondations des temples montrent ne pas être touchées, et aussi le développement du Durbar au cours du temps. Donc on a différentes épaisseurs et différentes modifications, s'adaptant sans doute à des visions différentes et à des besoins de changement. Pour préserver cette richesse, la vallée fut placée sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO en 1979, rassemblant 3 critères culturels. Je vais me permettre de vous les lire. Le critère numéro 3, apporter un témoignage unique sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Le critère numéro 4, offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural illustrant une ou des périodes significatives de l'histoire humaine. Et le critère numéro 6, être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ayant une signification universelle exceptionnelle. Alors, tandis que le critère numéro 4 insiste sur l'aspect, sur la forme du temple, le critère numéro 6, lui, appuie sur l'importance des traditions vivantes. Ces 2 critères sont bien présents sur le Durbar, se mêlant en un spectacle à la fois centenaire et très contemporain. Alors, le Durbar de Patan est encore l'hôte de dizaines de pratiques religieuses et culturelles maintenues depuis de longues années, parfois même depuis l'ère Mala. Par exemple, le maniement d'Ap, donc les 2 petites constructions qu'on a vues à côté du réservoir, accueillaient jusqu'à avant le tremblement de terre les astrologues qui décidaient ici quand se dérouleraient les festivals. Ou ici, par exemple, vous voyez le fameux festival de Rato Machendranath avec le chariot qui est tiré à travers la place du Durbar. Il est donc directement lié à la population et continue de servir des fonctions sociales, politiques et religieuses. On a une continuité visible dans les rituels préservés par la communauté Newar, qui, comme groupe ethnique majeur de la vallée, influence les coutumes des autres habitants. Donc, les Durbars ont gardé leur authenticité à travers leur but. Un lieu de loisirs, de rassemblement et l'expression d'une identité à travers des pratiques civiles et religieuses, servant une communauté dynamique. Leur transformation peut impacter le sentiment d'appartenance qu'en ont les locaux. La reconstruction même, cela dit, est garante de certaines de ces traditions. Ainsi, si vous suivez de près, du début à la fin, la reconstruction d'un temple, vous verrez plusieurs rituels, plusieurs pujas qui rythment cette reconstruction. Ici, en haut à gauche, vous avez la Kshema Puja, qui est en fait un rituel de demande de pardon au dieu qui habite ce temple, car on s'apprête à modifier son environnement. Donc ça se fait avant les travaux, avant tout travaux. Et en bas à droite, vous avez la Loka Puja, qui est en fait la bénédiction du seuil de porte du temple. Pourtant, dès qu'on en vient à, et aussi le fait de reconstruire des temples, ça c'est assez important, c'est en fait une garantie de la perpétuation des savoir-faire artisanaux, puisque ça va engager des artisans qui vont devoir former des jeunes élèves, et donc les techniques sont perpétuées à travers les générations. Pourtant, dès qu'on en vient à vouloir préserver ou reconstruire, surtout si ça touche à quelque chose d'aussi fragile que du patrimoine vivant, une notion hasardeuse fait son entrée. En effet, dès le début de la reconstruction, le problème d'authenticité s'invite au débat, comme discorde aux noces de Tétis et Pélée. En effet, l'authenticité du point de vue de l'architecte tenu de faire résister un bâtiment contre vents et marées est bien différente de celle du point de vue de l'historien, du touriste ou du dévot. Et c'est, il faut le dire, chronophage de chercher à satisfaire chaque partie, depuis les architectes formés aux techniques modernes antisismiques jusqu'aux mini-factions conservatrices. Le patrimoine intangible est voué à évoluer avec la civilisation et ne peut être gelé dans le temps, tandis que le patrimoine tangible, lui, est le fruit d'une période définie et sera logiquement plus souvent préservé dans sa forme originale. Mais d'abord, un monument a aussi une vie. Il se transforme, il s'use, et ensuite, si le patrimoine tangible est vivant, comme c'est le cas au Népal, c'est-à-dire investi par la population, il doit suivre et survivre à leur évolution. Donc, quels sont les objectifs de la reconstruction ? Préserver la forme ? Préserver la fonction ? Ou bien est-ce préserver une idée du patrimoine qui appartient en fait à ceux qui l'investissent ? Comme le confirment les excavations, le Durbar s'est développé au cours du temps, s'adaptant à la communauté locale et à ses besoins, puisqu'il est essentiel à la communauté. Par exemple, le Durbar à l'origine était investi par la population Newar. Mais avec le brusque éveil à la modernité du Népal dans les années 50, à cause de l'ouverture des frontières, on ajoute à ça une urbanisation irrésistible et une exode rurale. Le Durbar s'est ouvert à une part de la population beaucoup plus large, qui tout naturellement a investi les lieux. La population qui investit les lieux est donc variée et a certainement des visions très différentes de l'espace. Il faudrait donc déterminer l'essence des monuments pour perpétuer leur sens. Plus que leur forme ou leur fonction, ce sera là que réside leur authenticité. Par exemple ici, vous voyez une photo de la plainte de Charnarayan où on a replacé la statue de Vishnu à 4 visages
après le tremblement de terre. Et c'est intéressant de voir que les gens reviennent faire leur puja, leur adoration et leur rituel, même si le temple n'est plus ici. Ce qu'on voit en fait, c'est que c'est l'espace qui est sacré par la simple présence de la divinité et que la disparition du temple n'a pas impacté immédiatement sur la tradition immatérielle. Mais cette adaptation est inévitable au changement d'époque. Elle est pourtant refusée par quelques-uns. C'est très visible dans le rejet de la culture Rana. Alors, ça se voit par exemple, ici on est à Bhaktapur, on est devant le musée d'art national, et sur la gauche on a un bâtiment de style Mala, et sur la droite un bâtiment 19e de style Rana. Or, un projet a été proposé à Bhaktapur qui consiste à détruire cette aile de style Rana pour reconstruire un monument Mala. Ce qui n'a en fait pas bien du sens parce qu'on n'a aucun dessin, aucun témoignage, aucune pièce qui nous permettrait de reconstruire quelque chose qui aurait pu être là avant. C'est un peu particulier avec l'époque Rana parce qu'elle est dédaignée par de nombreux Népalais pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a produit une architecture qui reprend énormément de codes occidentaux et en plus parce que c'est une période extrêmement difficile dans l'histoire du Népal, donc beaucoup de personnes souhaitent l'effacer. En attendant, ça ne justifie pas forcément pourquoi est-ce qu'un monument Rana n'aurait pas autant sa place dans l'histoire du Népal qu'un monument d'époque Mala. Ça se voit dans un autre projet. Est-ce que vous vous souvenez du Bail de Ga que je vous ai présenté au début avec ses 3 toitures qui a été détruit en 1934 et qui a été remplacé par un petit cube blanc surmonté d'un dôme. Ici, on est face à un projet assez particulier. En fait, la structure qui s'est effondrée, on a décidé de reconstruire le temple dans son aspect pré-1934. Cette reconstruction est bien justifiable, bien plus justifiable en tout cas qu'à Bhaktapur. Pourquoi ? D'abord parce que le monument Rana avait été fait à la hâte. On n'est pas face à un chef-d'œuvre d'architecture. Ensuite, parce qu'on a une documentation qui n'est certes pas prolifique, mais on a quand même des aquarelles d'Henry Ambrose Hortfield, des photographies, et le plan au sol, selon Neil Gutshaw, est extrêmement lisible. Et enfin, tout simplement, parce qu'on a une grande partie des pièces du Bail de Ga qui est encore conservée, et qu'il suffit juste de replacer dans la structure. Le Bail de Ga est donc va donc être reconstruit dans sa forme, dit-on, originale, une architecture Mala avec une toiture à 3 niveaux. Ce projet, co-mené par le département d'archéologie et l'UNESCO, avec KVPT en rôle de conseil, fut imaginé avant le tremblement de terre. Mais seule la formidable impulsion de reconstruction qui a suivi le séisme a donné le coup d'envoi pour la reconstruction. On voit ici que la reconstruction ne vise pas en fait à remplacer ce qui a été détruit, ni même à revenir à un âge d'or, puisqu'une reconstruction précise ici est impossible. En fait, on cherche à atteindre un idéal qui ne répond à aucune époque, si ce n'est la nôtre. Le temple est avant tout la demeure du dieu habitant la statue. La statue est vivante au Népal, on a une cérémonie d'ouverture des yeux et elle peut communiquer avec vous. Le temple se doit donc d'être solide et très souvent cherche à reconstituer l'univers parfait de ce dieu. En tant que demeure du dieu, l'architecture doit être impeccable, sans défaut notoire. Une pièce usée est donc normalement remplacée. D'abord par sécurité, parce qu'un été abîmé, il peut s'effondrer, et aussi pour ne pas entraver le rôle du temple, qui est de créer une espèce d'utopie. Ces remplacements, c'était la tâche du collectif social Les Goutis, une caste qui était en charge des bâtiments publics. Mais depuis leur dissolution, suivant leur nationalisation en 1970, la responsabilité d'entretenir les temples fut diluée. Des solutions sont développées pour une surveillance constante des bâtiments, mais en attendant, il faut utiliser des matériaux durables et solides. Bien sûr, c'est beaucoup plus justifiable d'utiliser des matériaux neufs pour des projets comme le musée de Patan que pour des temples ou pour du patrimoine vivant, mais à un moment, il faut faire des compromis. De telles interventions, cela dit, devraient apparaître clairement et être réversibles. Ce n'est pas du tout toujours le cas à Patan. On fait face à de réelles altérations, parfois irréversibles. Ici, par exemple, vous voyez qu'on utilise des agrafes en acier pour sécuriser des failles dans la pierre, qui vont disparaître d'ailleurs dès que les colonnes seront replacées dans le temple, ou alors on peut enduire les colonnes de bitumen puis les recouvrir de feuilles de cuivre pour les rendre insensibles, résistants à l'humidité. Une question se pose quand on est en position d'une pièce abîmée, par exemple un étai. Replaçons la pièce ancienne usée sur le temple ou va-t-on en resculpter une neuve, qui n'a plus nécessairement de valeur historique, mais garantira une lecture aisée de l'iconographie et la justesse du temple en tant qu'entité. Je donne toujours un exemple, c'est que sur les étais au Népal, on a très souvent des divinités avec des bras multiples qui tiennent chacun un attribut. Une divinité à qui il manque un bras, ça enlève beaucoup de son sens, parce qu'il va manquer un attribut. Si vous demandez ce qu'ils pensent aux artisans eux-mêmes, vous aurez très souvent cette réponse. Un temple avec une pièce abîmée, c'est comme un beau visage auquel il manque une dent. On a donc une préférence nette pour remplacer la pièce, bien que même admettre que la subtilité artistique des pièces anciennes est aujourd'hui très difficile à atteindre.
Niels Gutschau, donc l'architecte de KVPT, admet qu'il laisse les artisans suivre leur instinct pour le style des pièces manquantes. Il pense que c'est une part du temple que de contenir des visions successives de générations d'esprits créatifs. Il explique que les artisans, en tant qu'héritiers des sculpteurs qui ont construit ces temples, sont autorisés à recréer ce qui est perdu. Les recherches et les documentations rendent évidemment la reconstruction plus facile qu'en 1934. On a un nombre incalculable de photographies, de dessins et de mesures. Et la reconstruction de 3 monuments qui se sont effondrés demande de remplacer des pièces. Alors par exemple ici, vous voyez les portails, je vais zoomer un peu, de Charnarayan, avec en couleur plus claire toutes les pièces qui ont été remplacées, et ici les portails qui ont été refixés sur la plinthe en juillet 2017. Ici, pour ce qui est des maniements de DAP, on a conservé la quasi-totalité des colonnes, mais une a été complètement détruite, il a donc fallu la resculpter, et certaines étaient en fait mangées par l'humidité au niveau de leur base. Il a donc fallu les scier et resculpter les parties manquantes. Excusez-moi, je me suis perdue, mais ces colonnes vont être refixées au seuil de pierre avec des chevilles en acier inoxydable. Mis à part la sécurité, on commence également à penser à une reconstruction équitable. Alors, on a des inquiétudes au sujet de la déforestation. Vous voyez ici les collines autour de la vallée de Katmandou, du travail des enfants. Ici, vous voyez une briqueterie en Uttar Pradesh où c'est majoritairement des enfants en dessous de 15 ans qui travaillent. Et on n'hésite pas non plus à modifier des techniques traditionnelles qui s'avèrent nocives. Par exemple, la statue de Yoga Narendra Malla a été dorée à la feuille d'or plutôt qu'au mercure, puisqu'on sait maintenant que le mercure, c'est une technique extrêmement nocive pour les artisans. Malgré toutes ces modifications, on relève peu de critiques pour le travail fait à Patan par les locaux. Mais bien sûr, toute patience a ses limites et les communautés savent s'éveiller clairement quand la limite est franchie. À Katmandou, par exemple, les projets de restauration menés par le gouvernement sont bien plus largement critiqués. On a des mouvements assez véhéments, tels que Save Heritage, qui se sont élevés contre les décisions gouvernementales pour la reconstruction. Et on a 2 centres de conflit majeurs. Ici, vous voyez un temple qui s'appelle Rani Pokhari, qui était au milieu d'un bassin, et le temple s'est effondré pendant le tremblement de terre. Or, le gouvernement a délégué le projet de reconstruction à des prestataires en bâtiment n'ayant aucune expérience de l'architecture du patrimoine, qui ont prévu de reconstruire le temple en béton. Cela a donné lieu à de multiples protestations et à des manifestations près du bassin et à la création de groupes de protestataires. D'ailleurs, le groupe Save Heritage a décidé de poursuivre en justice le chef ingénieur du projet, la municipalité de Katmandou et le département d'archéologie. C'est d'autant plus choquant qu'il n'y a pas d'accès pour les locaux aux décisions pour les reconstructions. En fait, comment est-ce qu'ils se sont rendus compte de ça? Un jour, ils passaient à côté de Rani Pokhari et ils se sont rendus compte qu'on coulait du béton dans les fondations. Donc il n'y a aucune communication. Et Alok Siddhi Touladar, qui est donc en tête de ce mouvement, déclare vouloir être le chien de garde. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toujours agir pour la reconstruction, mais au moins ils peuvent aboyer quand quelque chose est mis en danger. Le deuxième centre où se cristallise ce genre de conflit, c'est au Kashta Mandap. Donc le Kashta Mandap, c'est par essence le monument représentatif de l'architecture du Népal. Il a donné son nom à la ville de Katmandou. Ici, vous le voyez dans son état pré-tremblement de terre, et là, vous le voyez en 2018, que je l'ai pris en photo cet été, et toujours rien n'a été fait. En fait, il y avait un accord entre la National Reconstruction Authority et la population locale pour qu'ils prennent la tête de la reconstruction. Mais cet accord a été brisé et la population locale n'a pas pu mener les travaux qu'elle désirait. Ils sont donc allés faire serment devant la Kumari, la déesse vivante du Népal, pour promettre de protéger et de faire une reconstruction dans les règles de la tradition. Vous voyez d'ailleurs ici un article de journal montrant la Kshema Puja au Kashta Mandap, donc le rituel de pardon, qui a été fait peu de temps après le tremblement de terre, même si aucun travaux n'a encore été fait. Et ici, vous avez la page Facebook de Rebuild Kashta Mandap avec quand même 5245 followers. Ça intéresse quand même les gens. Au terme de cette analyse, il apparaît que la reconstruction du patrimoine suite au séisme a accéléré le réveil d'une conscience des Népalais pour leur patrimoine et engendré un mouvement de fierté pour celui-ci. Le séisme permet en fait la réappropriation du patrimoine par les locaux, éveillant les consciences à sa valeur, quelle qu'elle soit, quoi qu'il représente pour eux. En effet, on se rend compte de la valeur d'une chose qu'une seule fois qu'on l'a perdue. À une époque d'évolution rapide et incontrôlable, le besoin, c'est la stabilité, une quête de repères et de conservatisme. Et ce conservatisme est en fait exprimé par un désir d'identification à l'espace public, sa fonction autant que son apparence. Le patrimoine est un garant, un témoin de l'histoire d'un peuple et l'assure en quelque sorte de sa propre valeur. De plus en plus de locaux veulent que leur patrimoine soit reconstruit dans le respect de la tradition, évitant toute modernité, mais apparemment, on ne se met pas d'accord sur la portée de ces termes.
Quand un élément authentique mais endommagé est replacé sur un temple, il nie la nature de ce temple, qui est avant tout d'être un environnement parfait pour le Dieu qui l'habite. Une sorte d'hétérotopie, en fait, un univers utopique. Mais pour cela, c'est pour cela que l'opposition entre traditionnel et moderne n'est pas nécessairement pertinente dans ces monuments religieux. Même si ces monuments, par leur dimension divine, sont d'une certaine façon hors d'un cadre temporel, ils sont soumis à une évolution, et celle-ci semble acceptable si elle est précisément documentée pour ne pas oublier d'où viennent ces monuments et ne pas perdre le sens de leur langage. Avec une base de données compétente et accessible à tous, une future potentielle reconstruction sera énormément simplifiée. Mais encore plus qu'une accumulation de connaissances, c'est un investissement local qui est essentiel à la préservation de ces monuments et à leur authenticité. Et la reconstruction, c'est l'occasion rêvée pour cela, pour inclure la population dans ses visions. De nombreux petits travaux qui ne requièrent pas de savoir-faire exceptionnel ont donné l'occasion à des locaux de s'impliquer dans la reconstruction de leur patrimoine et d'en apprendre plus. L'espace public doit en effet appartenir à une communauté pour qu'il soit maintenu. C'est le risque de déléguer l'entretien au gouvernement. La création du département d'archéologie, par exemple, a considérablement affaibli le patronage individuel. Ce n'est pas un paradigme, mais une tentative d'en établir un. Ça implique que les Népalais continuent de construire dans un contexte contemporain, avec des techniques traditionnelles, mais actualisées, plutôt que d'imiter aveuglément ce qui peut être fait autre part, et d'effacer leur identité culturelle. C'est donc un appel aux interactions et aux expérimentations des systèmes traditionnels. Il semble que la reconstruction du Durbar de Patan soit menée de façon exemplaire. L'UNESCO affirme que cette reconstruction n'est pas un sujet d'inquiétude, comme pourrait l'être par exemple celle de Katmandou. Pour avoir suivi les travaux durant ces 3 dernières années, je me dois malheureusement d'être assez d'accord. Pourtant, à quelque chose, malheur est bon. C'est bien la reconstruction du patrimoine de Katmandou qui, par son désordre et son imperfection totale, semble aujourd'hui entraîner une réappropriation absolue par le public. Bon, eh bien, merci Lorraine pour cette présentation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les éditions Pinacli ont l'intention de faire une publication de votre travail. Voilà, donc on pourra peut-être vous en dire un peu plus prochainement. Voilà. Merci de votre présence et si vous avez des questions à poser, bien entendu, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Merci beaucoup.